Bagdad, 22 novembre 2003. Officiellement, la guerre en Irak est terminée. Les troupes américaines sont censées contrôler la situation et instaurer la démocratie et la sécurité. Ce jour-là, à l'aéroport de Bagdad, un avion cargo civil décolle pour l'Europe. Train rentré. Qu'est-ce qui se passe? En quelques dizaines de secondes, les pilotes se retrouvent sans commande. Voici l'histoire du vol DHL Oscar Lima Lima. Novembre 2003. Depuis plus de 6 mois, les États-Unis essaient d'instaurer la démocratie en Irak. Saddam Hussein est en fuite, son armée vaincue. Mais l'Irak est une mosaïque de peuples que la pression américaine fait imploser. Des groupes armés multiplient les enlèvements, les attaques et les attentats. Résistants pour les uns, terroristes pour les autres, des hommes de plus en plus nombreux pillent les anciens dépôts d'armes de Saddam Hussein. Le pays bascule dans le chaos, où la Kalachnikov, le bazooka et le missile solaire deviennent monnaie courante. Claudine Vernier-Palier est grand reporter à Paris Match. Ce matin-là, avec Jérôme, son photographe, ils ont rendez-vous avec un groupe armé clandestin qui doit leur montrer leur stock d'armes. Ce que nous voulions, c'était faire des photos classiques d'un groupe de résistance avec leurs armes, leurs caches d'armes. Donc c'est nous qui leur avons demandé, est-ce qu'on peut faire des photos? Le rendez-vous a été calé la veille lors d'une rencontre secrète dans un hôtel de Bagdad avec le chef du groupe. Son nom de guerre, Abu Abdallah. C'était de toute évidence un type très déterminé d'aller jusqu'au bout pour montrer aux Américains qu'ils voulaient plus d'eux, ou en tous les cas plus d'eux sous cette manière militaire. Comme prévu la veille, lors de leur entretien à l'hôtel, Claudine et son photographe retrouvent au lever du jour les hommes d'Abu Abdallah. On est arrivé dans un endroit qui était un champ. Là-dessus, toutes les voitures se sont arrêtées. On a rejoint une 4e voiture qui était un pick-up. Là-dessus, des types sont descendus des voitures. Sur le chemin, il y avait des branchages et sous les branchages, ils ont récupéré des armes, des missiles. Et là, ils ont sorti toutes leurs armes. Et là, Jérôme a commencé à faire les photos qu'on voulait. Abu Abdallah voulait montrer les armes en sa possession. C'est chose faite. Mais à ce moment-là, les journalistes ignorent qu'il a en fait une autre idée derrière la tête. Et puis il m'a dit que maintenant, ils avaient l'intention de tirer. Ça allait être une nouvelle phase dans leur action de résistance, de tirer des missiles sur des avions. L'aéroport de Bagdad est un des rares endroits réellement sécurisés par les forces américaines. Ici, la sécurité est la priorité absolue. Le terrain est surveillé en permanence par des hélicoptères de combat Apache. Ce jour-là, sur le tarmac, se trouve un Airbus cargo de DHL, un des rares avions civils à atterrir régulièrement à Bagdad. C'est lui qui achemine le courrier des GIs. Tour de Bagdad, Oscar Delta Lima Lima. Airbus A300 cargo au parking avec l'information Sierra pour une mise en route. Le contrôle aérien de l'aéroport est assuré par la Royal Air Force australienne. Oscar Delta Lima Lima, autorisation à la mise en route. Checklist, mise en route. Démarrage numéro 2. Valve ouverte. Le commandant de bord s'appelle Éric Génotte. C'est un Belge de 38 ans. Célibataire, il consacre sa vie à sa passion, le pilotage. Qualifié depuis 1 an sur Airbus A300, il est prêt à tout pour voler, même à se rendre dans les zones à risque. Prêt à démarrer numéro 1. Mario Roffel est le mécanicien navigant. Il vit en Écosse avec sa femme et ses enfants, et à 54 ans, il est le plus expérimenté de l'équipage, a fortiori en zone dangereuse. Enfin, le plus jeune s'appelle Steve Mikkelsen.
c'est le copilote et lui aussi est belge. À 29 ans, Steve cherche avant tout à accumuler les heures de vol et l'expérience nécessaire pour ensuite postuler dans une grande compagnie. Les trois hommes connaissent bien l'aéroport de Bagdad. Depuis 6 mois, ils font régulièrement la navette sans pour autant percevoir la moindre prime de risque. Pourtant, ils le savent tous les trois, le danger ici est permanent. Dès qu'on survolait la frontière entre le Koweït et l'Irak, l'atmosphère du cockpit changeait. C'était stressant, en tout cas pour moi. La promenade matinale des journalistes de Paris Match se poursuit à pied. Abou Abdallah n'est guère précis sur ses réelles intentions. Claudine et Jérôme commencent à s'interroger. Où les emmène-t-on? Alors, que se passe-t-il ici? Nous allons faire une opération spéciale aujourd'hui. Vous verrez bien. Je vais vous montrer. Voici un Sam-7. Ils appartenaient à l'ancienne armée irakienne. Nous en possédons environ 28. Ils proviennent de 2 dépôts irakiens différents. Nous en avons déjà tiré 25 environ. Il ne nous en reste plus que 3. Le Sam-7 est un missile solaire de construction russe, équipé d'une tête chercheuse qui détecte les émissions infrarouges des moteurs d'avion. Le Sam-14 est mieux que le Sam-7. On n'en a pas beaucoup. Je crois qu'on devrait utiliser celui-ci aujourd'hui. Il a très bien fonctionné avant. Avant? Nous avons abattu un avion près de Nasiriyah. Mes soldats ont comptabilisé 177 morts. Ensuite, nous avons descendu un autre avion transportant des Américains. Nous avons tué 70 hommes. Personne n'en avait jamais entendu parler, ce qui m'a quand même paru un petit peu gros, parce que l'aéroport, quelque part, tout le monde le voit depuis Bagdad. Et donc, je me suis dit que ce type bluffait. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui avec celui-là? À votre avis, nous allons abattre un avion. Je vais vous montrer. L'histoire paraît totalement invraisemblable. Mais d'instinct, la journaliste s'inquiète. Elle sent que la situation peut à tout moment déraper. Oscar Delta Lima, décollage autorisé. Décollage. L'A300 a 24 ans. C'est un ancien avion de ligne converti en cargo. Avant de rejoindre sa destination finale en Europe, il doit faire une escale à Bahreïn. Pour l'équipage, c'est un vol de routine. V1. Rotation. V2. Vario positif. Derrière le calme apparent des pilotes se cache une réelle inquiétude. Ils savent qu'en dessous de 10 000 pieds, ils peuvent facilement être la cible d'un missile solaire. Bien sûr, jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Mais avec toutes les armes qui circulent en liberté, C'est une atmosphère étrange, une sensation bizarre entre le décollage et le moment où vous atteignez les 10 000 pieds. Vous avez conscience du danger. Train rentré. Train rentré. Phare éteint. Abou Abdallah, lui, semble pendant ce temps avoir trouvé son champ de tir idéal. Il nous avait demandé avant de garer les voitures en épi afin que tout le monde puisse partir, se disperser chacun de son côté. Et c'est là où on aurait dû comprendre qu'effectivement, c'était plus du bluff. Les journalistes comprennent trop tard les réelles intentions de l'Irakien. Ils sont condamnés à être les témoins impuissants d'un attentat contre un avion civil. بص شايفه اهو في طياره شايفه اتصدق يا راجل اتصدق اضرب يلا اضرب يا راجل يلا اضرب اعمل حاجه شايفه اضرب يا سيدي اضرب Ces images sont celles tournées par le groupe d'Abdallah.
Une vidéo qui, le lendemain, sera remise à la presse internationale à Bagdad. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu le vert et le jaune. Le vert et le jaune? Nous avons 3 systèmes hydrauliques. Ils sont identifiés par couleur, le vert, le jaune et le bleu. Le missile a touché l'aile gauche et a perforé les 3 circuits hydrauliques de l'avion. Un circuit hydraulique, ça sert à commander l'avion. Lorsque vous tirez sur le manche ou vous pilotez l'avion, vous pilotez en fait de la pression hydraulique qui part pour manœuvrer les gouvernes. Les gouvernes, ce sont des surfaces énormes avec des puissances énormes. On ne peut pas le faire sans vérin hydraulique. Si vous n'avez plus d'hydraulique, eh bien c'est complètement inefficace. Vous ne pouvez plus piloter l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? T'as une solution? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je pouvais répondre? Que lui dire? La question était vraiment difficile. J'ai tout de suite pensé qu'il fallait faire quelque chose. J'ai posé la question au commandant, vous avez une idée? Il a tout de suite répondu, nous devons faire demi-tour. Un avion de ligne est conçu pour voler avec un circuit hydraulique en panne, éventuellement avec 2 circuits en panne. Mais lorsque le 3e circuit est lui aussi défaillant, la situation devient critique. Le bleu faiblit. Je crois qu'on a heurté quelque chose. On a perdu le bleu. Nous n'avons plus d'hydraulique. Sans hydraulique, le sort de l'avion paraît scellé. C'était la fin de tout. Toutes les procédures apprises durant des années étaient devenues inutiles. Il n'y avait plus qu'à rester calme, à garder un peu de bon sens, en se servant de son expérience et voir ce que l'on pouvait encore faire. Il n'y avait plus aucun manuel à consulter, aucune règle à suivre. Ce DHL a un problème. Et il est en flammes et il est en train de faire demi-tour. Alerte les pompiers et les services d'évacuation sanitaire. Les 2 manches à balai des pilotes sont devenues totalement inefficaces. Dans une telle situation de détresse, avec les 3 aiguilles sur 0 et le mécanicien de bord annonçant que les 3 systèmes hydrauliques sont en panne, vous êtes terrifié. Nous avions peur. L'avion était incontrôlable. À ce moment-là, il continuait de monter vers les 12 000 pieds. Mais l'appareil commence à se comporter bizarrement. Peu à peu, il cesse la montée pour se mettre en descente, avant de repasser à nouveau en montée. En fait, l'avion à cet instant a entamé un cycle fugoïde. Une fugoïde, c'est un cycle qui peut s'accélérer, qui peut devenir très important. Ça veut dire quoi? Un avion, lorsqu'il descend, il prend de la vitesse. Mais en prenant de la vitesse, ça crée de la portance. Donc il remonte. Et en remontant, il perd de la vitesse. Et là, il redescend. Et on est dans un cycle effroyable de montée et de descente, d'accélération et de décélération. Il faut la maîtriser, c'est très difficile. Ça peut devenir dangereux parce que ça peut s'accélérer et rapidement devenir incontrôlable. Il ne volera pas. L'assiette! L'assiette!
Et le cycle se répète. Un peu comme si l'avion était lancé sur un parcours de montagne russe. Pour l'instant, l'équipage ne sait pas vraiment quoi faire. L'Airbus vole, mais ils doivent absolument reprendre le contrôle de la machine. Je me disais, alors maintenant Eric, tu es fier de toi? Regarde dans quel pétrin tu t'es foutu. Tu savais que c'était dangereux de venir ici. Et qu'est-ce que tu vas faire pour te sortir de là maintenant? Je vais jouer sur les manettes. Je réduis la poussée. Le seul moyen de maîtriser la courbe fugoïde est de jouer sur la puissance des moteurs. Je vais le tenir au moteur. Et puis j'ai décidé de relever le défi. Nous devions faire demi-tour. Sauf qu'il faut totalement improviser. Les équipages ne sont pas entraînés à faire face à ce type de situation. À partir de ce moment-là, toutes les procédures apprises étaient devenues inutiles. On a les moteurs. On peut utiliser la poussée. Fort heureusement, les deux moteurs sont intacts. Pour tourner à droite ou à gauche, il suffit donc de réduire la poussée d'un des deux moteurs. En théorie, l'avion est manœuvrable. En pratique, personne jusqu'à présent n'a jamais réussi à poser un appareil dans de telles conditions. Car des pannes similaires se sont déjà produites. Mais elles se sont toujours mal terminées, comme ici, en août 1985, où un Boeing 747 de la Japan Airlines s'est crashé après une demi-heure de vol sans commande. Quelques minutes après le décollage de Tokyo, la cloison de décompression arrière de l'avion explose, cisaillant la dérive de direction et sectionnant les trois circuits hydrauliques. Durant de longues minutes, sans commande de vol, l'équipage japonais va se battre pour conserver la maîtrise de l'avion en jouant uniquement sur la puissance des moteurs. Sans hydraulique, il est très difficile, voire impossible de piloter un avion. Vous n'avez plus d'efficacité aux commandes, vous avez peut-être quelques câbles en commande de secours, ce qui n'était pas le cas sur le 747 parce que ça avait été rompu. Vous essayez de jouer avec les moteurs en montée et en descente ou en dissymétrie pour tourner. En fait, vous retardez l'échéance. C'est inéluctable. C'est une situation la plus dramatique qui soit. Et le drame s'est achevé sur les flancs du mont Fuji et a coûté la vie à 520 personnes, la plus grande tragédie aérienne impliquant un seul appareil. « 18 ans plus tard, l'équipage du DHL va-t-il réussir là où les Japonais avaient échoué? Le premier enjeu consiste toujours à reprendre le contrôle de la machine. Vous êtes installé dans cette instabilité, ce qu'on appelle la fugoïde. Ça monte, ça descend, ça s'accélère, ça décélère. Alors vous jouez sur les manettes de gaz. Lorsque vous êtes en descente et que ça accélère, vous réduisez, mais il ne faut pas trop réduire, il faut anticiper parce que de la manette au moteur, il se passe un certain temps. Donc un pilotage très fin, il faut saisir le bon moment pour sans arrêt jouer du moteur, en retirer, anticiper. C'est un pilotage extrêmement délicat et qui en tous les cas n'est pas prévu dans le manuel de vol. Mais il y a un autre problème. Les dégâts causés par le missile ont considérablement détérioré l'aérodynamique de l'aile gauche, qui génère une traînée, une résistance importante. L'une des choses les plus difficiles à contrôler est l'assiette autour de l'axe longitudinal. C'était déjà assez difficile. Et maintenant, pour couronner le tout, nous devions utiliser la poussée asymétrique, parce que l'avion penchait continuellement sur la gauche. Une partie de l'aile gauche avait disparu. L'assiette! L'assiette! Les pilotes doivent donc compenser simultanément deux phénomènes. D'une part, la courbe fugoïde qui les fait monter et descendre, et d'autre part, la traînée de l'aile gauche qui les déséquilibre. Le tout créant une situation hautement instable. Pourtant, après quelques minutes de tâtonnement, l'équipage réussit à stabiliser sa trajectoire de vol. Même après avoir compris comment piloter avec les manettes des gaz, on s'est retrouvé à 3 ou 4 reprises dans des conditions quasiment ingérables. L'avion redevenait incontrôlable. Il partait en piqué en s'inclinant. Le commandant de bord ignore ce qui est précisément arrivé, mais il se doute que l'explosion est probablement due à un tir de missile.
Je savais que l'avion était en feu, mais je voulais faire demi-tour et poser l'appareil. Et je craignais aussi d'être touché une seconde fois. Et ces craintes sont justifiées, car au sol, Abu Abdallah n'attend qu'une nouvelle occasion pour achever son travail. Il a tiré un second missile qui a raté l'avion. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit « Maintenant, tout le monde s'en va » et tout le monde s'est dispersé. Par la suite, les journalistes de Paris Match seront violemment critiqués pour ne pas avoir tenté d'empêcher l'attaque dont ils étaient les témoins. Je pense que n'importe quel journaliste dans notre situation aurait réagi exactement de la même manière que nous. De même qu'on nous a reproché de ne pas avoir dit au chef, quand il nous a dit on va tirer un avion, de ne pas avoir dit monsieur on veut pas, on s'en va. D'une part, si on lui avait dit ça, je pense que c'était une balle dans la tête, c'était évident. Et puis d'autre part, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il a tiré vraiment le missile, on n'a pas pensé qu'il le ferait. On a pensé qu'il continuait à bluffer. Et c'est en essayant de retrouver notre route avec le chauffeur qu'on a vu que l'avion, l'aile gauche était en flammes et l'avion tournait comme ça. C'était comme dans un film, c'était comme quelque chose d'irréel. Et c'est simplement quand on a vu l'avion en flammes qu'on a compris que l'avion ne se pilotait pas tout seul. Et qu'on a eu très peur. Je me suis dit, mais l'avion il peut s'écraser. Il va s'écraser. Et c'est là où on a réalisé, qu'on a commencé à réaliser, mais pourquoi ils ont fait ça? Il se trouve qu'on était là, il se trouve qu'on a été filmé, il se trouve qu'on est journaliste, il se trouve qu'on est français. Donc c'est évident qu'il nous a manipulés. Je veux dire, le temps qu'on réalise vraiment, tout est allé trop vite. C'est après qu'on a vraiment compris. L'équipage, lui, ne s'est pas aperçu du second tir de missile. Charlie 2-1. Hey Graham, did you guys say there's an aircraft on fire? Sur cette bande vidéo, on distingue parfaitement le foyer d'incendie et la fumée derrière l'avion. Des images tournées par la caméra infrarouge d'un hélicoptère Apache qui patrouillait dans le secteur. Roger, 5-4 is observing the aircraft inbound under our sighting system. He's got, appears to be a fire on his far left engine. En s'approchant de l'avion en détresse, les images sont encore plus spectaculaires. Oscar, Lima, Lima. Lima, Lima, à vous. Nous avons du mal à contrôler l'avion. Un hélicoptère volait à proximité. Il pouvait voir que le feu ne provenait pas du moteur, mais de l'aile gauche. Cela a permis à Mario de demander à nouveau à la tour s'il pouvait voir des flammes ou de la fumée provenant de l'avion. Pourriez-vous nous confirmer que notre appareil dégage de la fumée et l'origine du feu? Tour de dragon 2-4. Je vois toujours de la fumée et des flammes s'échapper de l'extrémité gauche de l'aile gauche. Ok, feu et fumée sur l'aile gauche, c'est ça? Affirmatif. Merci. Nous volions en direction de l'aéroport. Il était en vue. Descends le train. Je peux prendre les commandes? Non, pas question, je les garde. Fais ce que je t'ai dit, descends le train. Sans énergie hydraulique, le mécanicien en est réduit à ouvrir manuellement les portes du train et à laisser les roues descendre par la seule force de gravité. Le commandant me dit que nous devons atterrir et il me demande de sortir le train, ce qui est normal lorsque l'on veut atterrir. Mais la sortie du train a des conséquences inattendues. En générant une traînée supplémentaire, les roues modifient l'équilibre très précaire de l'appareil. Brutalement, la vitesse chute et l'avion se cabre. Non, non! Non, la vitesse!
L'avion s'approche de la vitesse de décrochage. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai vu l'avion se dresser et ralentir, ralentir, ralentir. Je poussais les manettes en disant non, non. Non. Le nez de l'avion est en l'air. Pour le rabaisser, il faut ralentir, mais la vitesse est déjà très faible. Pourtant, le commandant prend le risque. Il réduit les gaz et cette fois, l'appareil frôle sa vitesse de décrochage. Ça aurait été la fin de tout. Nous serions tombés comme une pierre. J'avais peur qu'une de nos ailes décroche. Là, tout aurait été fini. La manœuvre était osée, mais réussie. L'équipage a remis un peu de puissance au moteur et vole maintenant avec un avion train sorti prêt pour tenter un atterrissage. Finalement, l'avion s'est miraculeusement stabilisé. Ce fut l'un des premiers signes indiquant que ce jour-là, la chance était avec nous. Atterrissons. Oscar, Delta, Lima, tour de Bagdad, vous pouvez entamer votre approche. La piste est dégagée pour l'atterrissage. D'autres hélicoptères ont rejoint l'Airbus en détresse. Mais ils ne peuvent rien faire si ce n'est informer et encourager l'équipage du DHL. On entendait d'autres pilotes parler en même temps. Et c'était assez difficile. Oscar, Delta, Lima. Pouvez-vous aussi libérer la 33 gauche pour nous? Nous n'avons plus de commande de vol. Oscar, Delta, Lima, piste 33 gauche disponible si vous voulez y atterrir. Ok, gardez-nous les deux pistes. Transmission terminée. Tu sais que le réservoir Alpha Unité est vide? Depuis l'impact, le kérosène ne cesse de s'échapper. Le réservoir extérieur de l'aile gauche est maintenant presque vide. Oui, je l'ai. On va l'atténuer. L'aile gauche se redresse. L'Airbus est maintenant à proximité de l'aéroport de Bagdad et entame son approche finale. Mais le plus difficile reste à faire, l'atterrissage. Quelle piste? On prend la 33, je crois. Lima. Oscar, Lima, allez-y. Nous nous déclarons en détresse. Nous allons avoir besoin des pompiers. Notre train pourrait lâcher. Oscar, Lima, toutes les équipes de secours disponibles sont en alerte maximale. Ok, merci. Et plus d'appels. Et pour l'atterrissage, la partie est loin d'être gagnée. À cet instant-là, j'ai réalisé que nous étions un peu trop haut pour une approche et un atterrissage dans de bonnes conditions. C'était aussi mon avis, nous étions trop haut et trop près. On doit atterrir. On est trop près. Il faut une longue finale. À cet instant, Steve a marqué un point très important et je crois vraiment qu'il nous a sauvés. Le copilote en est persuadé, ils sont trop près et trop haut. Tenter un atterrissage dans de telles conditions déboucherait inévitablement sur un crash. Le commandant, qui maîtrise l'avion depuis de longues minutes, est fatigué et lui est pressé de se poser. Mais il va devoir malgré tout réaliser une nouvelle approche. Si nous n'avions pas fait ce détour de 20 nautiques, nous serions restés assis là indéfiniment jusqu'à ce que nous tombions du ciel. C'était impossible à faire. Maintiens la vitesse élevée. Oui. Maintiens la vitesse élevée. J'essaie. Je fais du mieux que je peux. Et puis j'ai réalisé qu'ils avaient raison. Il nous fallait une longue finale. Mais une autre menace pèse dorénavant sur l'avion. L'aile brûle depuis 13 minutes. Combien de temps va-t-elle tenir? Finale 20 nautiques. Ok.
you got that sight now? He's still got a long way to go, though. Yeah. Well, looks like he's turning like an extremely extended final. Yeah. And I don't think I can make it in. Le temps devient un facteur essentiel. À chaque minute, le feu ronge un peu plus la structure de l'aile gauche. Si elle lâche, c'est la mort assurée. Si nous étions restés en vol un quart d'heure de plus avec ce feu, l'extrémité de l'aile se serait peut-être cassée, ce qui aurait eu des conséquences désastreuses. Deux longerons principaux consolident la structure de l'aile. Le missile a provoqué une fissure de 5 mètres sur le longeron arrière. Fragilisé, il ne peut plus résister à une forte pression. Et puis pour les pilotes, il existe un autre risque. La fuite de kérosène prouve qu'un réservoir et peut-être le circuit d'alimentation du moteur gauche ont été touchés. Nous contrôlions l'inclinaison et le cabrage de l'avion en utilisant les deux moteurs. Si nous en perdions un, nous ne pouvions plus rien faire. Ça aurait été une catastrophe. Pourtant, peu à peu dans le poste, la confiance revient. L'équipage maîtrise à peu près la trajectoire de l'avion. Mais maintenant, il va falloir le poser. Et ça, aucun pilote dans toute l'histoire de l'aviation n'y est jamais arrivé. Un cas très similaire est survenu aux États-Unis en 1989. Un DC-10 d'United Airlines avec 246 passagers à bord s'est retrouvé lui aussi sans commande de vol après l'explosion du réacteur de queue. Comme l'équipage du DHL, les pilotes ont réussi à reprendre le contrôle de l'avion en jouant uniquement sur la puissance des deux moteurs restants. Comme l'équipage du DHL, ils ont réussi à aligner l'avion sur l'axe de la piste. Malheureusement, l'atterrissage à Sioux City, dans l'Iowa, a tourné à la catastrophe. Sur les 296 personnes à bord, miraculeusement, 185 personnes ont survécu. Japan Airlines et United, à 2 reprises en moins de 4 ans, 2 gros porteurs se sont écrasés à la suite d'une perte de circuit hydraulique. Bilan total, 631 victimes. Après l'accident de Sioux City, le Bureau de la sécurité des transports américain demande la mise au point d'un système permettant de contrôler un avion en cas de panne totale d'hydraulique. Mais 14 ans plus tard, au-dessus de Bagdad, le seul système disponible, c'est toujours le sang-froid et l'intelligence des pilotes. Je me souviens de l'histoire du DC-10 de Sioux City. Cela était déjà arrivé. Le seul moyen de contrôle qui nous restait, c'était les moteurs. Rien d'autre. L'avion est maintenant suffisamment loin de l'aéroport et va faire un dernier virage pour s'aligner sur l'axe de la piste et entamer une longue approche finale. 15.2. 16. Virage à droite, maintenant, pas encore. C'est dans ces moments-là que l'expérience est utile et vous devez vous fier à ce que vous savez. Nous étions presque certains de rejoindre l'aéroport, mais pas sûrs du tout de pouvoir se poser sur la piste. 19.5. Demi-tour, 20 nautiques. Demi-tour maintenant. Chaque virage est extrêmement délicat. Il faut augmenter la puissance du moteur gauche pour aller à droite et vice-versa. L'Airbus A300 pèse une centaine de tonnes et son inertie est importante. Aéroport au 3,40 à droite. 3,20 maintenant. Vitesse 210, stable. Maintiens la vitesse élevée. Oui, oui. 4000 pieds. Sans volet, l'avion va devoir se poser à une vitesse supérieure à la normale. 215 nœuds au lieu de 160. Presque 400 km/h. Avec une question supplémentaire, le train d'atterrissage va-t-il tenir le choc à cette vitesse ?
et une difficulté imprévue apparaît à l'approche du sol. Le vent déporte l'avion de l'axe de la piste. Le vent de travers gauche et les turbulences nous déportaient vers la droite, vers le bâtiment de l'aéroport. Ça secoue. L'Airbus est maintenant tout près du seuil de piste. Seulement, il penche à gauche et le nez a dangereusement tendance à piquer vers le sol. Allez, mon pote. Ils vont vraiment trop vite. Ils risquent de sortir de piste. Maintiens la vitesse élevée. On part à gauche. Oui, j'accélère. Pas trop quand même. Sinon l'avion risque de sortir de la piste. Ils atterrissent sur la piste 3-3 gauche. Voiture de pompiers et Medevac en état d'alerte. Stabilise. Stabilise. C'est la dernière heure de votre vie. Vous en prenez conscience. L'assiette. Ok. Yeah, it did. Sortie de piste. Non. Non. Chien. He's in the dirt. Dirt, or did he just come off the runway? That's what's left of him. L'équipage de l'Airbus vient de réaliser une première mondiale. Poser un avion sans utiliser ni le manche à balai, ni les palonniers. Bel atterrissage. Évacuation confirmée. Évacuation. Évacuation. Allez-y, je m'en occupe. C'est presque un miracle. Les 3 hommes sont sains et saufs. Et pourtant, contrairement à ce qu'ils croient, ils ne sont pas encore totalement tirés d'affaire. Hé, vous les gars, ne bougez pas! Cette zone contient des mines dormantes! Ne bougez pas! Qu'est-ce que vous dites? Il dit qu'il doit y avoir des mines. Oh non, je n'y crois pas. On vient vous chercher! Vas-y! Toute la zone est infestée de mines antipersonnelles et le moindre pas peut déclencher une explosion meurtrière. Lorsque nous arriverons jusqu'à vous, nous ferons marche arrière et vous devrez marcher sur nos traces. Maintenant, on vous sort de là, mais vous devez marcher sur nos traces de roue, d'accord? Restez calme. Continuez d'avancer. On n'est plus très loin maintenant. Pour la première fois, les pilotes voient de leurs yeux l'ampleur des dégâts et comprennent qu'ils viennent de survivre à une situation en théorie mortelle. Poser un avion sans dommages majeurs, sans qu'il prenne feu, sans qu'il soit cassé, sans commande de vol, c'est un exploit unique dans l'aviation, un grand coup de chapeau. Un véritable exploit pour des hommes, mais qu'une machine seule aurait pu facilement réaliser. En 1989, après les accidents de Sioux City et de Tokyo, la NASA a développé un logiciel permettant de piloter un chasseur ou un avion de ligne en panne totale d'hydraulique.
Le programme développé par la NASA, c'est ni plus ni moins qu'un pilote automatique adapté au moteur. Lorsqu'on est en pilote automatique, par rapport aux commandes de vol, on donne un cap, on donne une montée, une descente, après il se débrouille, le pilote automatique, pour exécuter l'ordre. Lorsque ce programme pilote les moteurs pour les montées, descentes ou les virages, c'est exactement la même chose, sauf qu'il va intégrer beaucoup plus de paramètres que le pilote lui-même. Il va intégrer le taux de descente, il va intégrer le virage, il va intégrer le retard à la puissance qu'on y donne, tous ces paramètres qui seront bien développés, bien appliqués, mieux que ne le pourrait faire un pilote qui n'est pas formé pour ça. Ce programme a même été testé en grandeur nature avec ce MD-11. Sur ces images, l'atterrissage se réalise sans que le pilote ne touche aux commandes. C'est le logiciel PCA qui contrôle entièrement l'avion et le pose en jouant uniquement sur la poussée des moteurs. Je crois que l'incident du DHL a ravivé l'intérêt pour les systèmes de contrôle automatique des moteurs. Ces derniers pourraient compléter les systèmes présents sur les avions. Ils auraient certainement contribué à minimiser les dégâts qu'a subi l'Airbus de DHL et atténueraient certainement ce que subirait un avion de ligne avec 5 ou 600 personnes à bord. L'un des premiers partisans du système PCA fut le commandant Denny Fitch, membre de l'équipage aux commandes du DC-10 qui s'est crashé à Sioux City. Cet équipement est absolument incroyable. Ils ont obtenu un fort taux de réussite en matière de survie sur des avions modernes intégralement commandés par hydraulique. Si cela devait se reproduire avec un tel système embarqué, le pilote se sentirait vraiment rassuré. On a perdu le bleu! Nous n'avons plus d'hydraulique! L'administration américaine de l'aviation civile a mené ses propres recherches sur le logiciel PCA. Et puis finalement les a abandonnés. Et le système n'a jamais été installé sur les avions de ligne. Quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Dans votre voiture, vous avez un système électronique qui ne marche pas, votre voiture ne veut absolument pas démarrer. C'est exactement la même chose. Vous rajoutez un système complexe qui, lui, peut engendrer des pannes. Alors il faut faire un choix. Et le choix, il est par exemple de multiplier les circuits hydrauliques plutôt que de rajouter un système qui a très peu de chances d'être mis en opération. Évidemment, ils n'ont pas envisagé l'éventualité ou la possibilité d'une attaque par des missiles solaires. L'Airbus de DHL fut le premier avion civil victime d'un missile solaire en Irak. Mais depuis quelques années, ce type d'attentat facile à organiser se multiplie dans les zones à risque de la planète. Il y a eu une trentaine d'incidents étranges d'avions commerciaux attaqués par des missiles sol-air portatifs, jusqu'à celui du DHL. Le risque est d'autant plus important que les stocks d'armes irakiens, laissés durant des mois sans surveillance, ont largement approvisionné les groupes terroristes en tout genre. Les dépôts d'armes, je crois qu'il y en a partout. En Irak, il y a des armes partout, il y a des missiles, à mon avis. Et aujourd'hui, sur certaines destinations, les équipages savent qu'ils ne sont pas totalement à l'abri d'un tir hostile de missiles solaires. Un pilote, c'est un homme avant tout. On ne peut pas se déconnecter de la réalité, on ne peut pas se déconnecter de l'environnement politique et des tensions qui se créent un petit peu partout dans le monde. Il est évident que tous les pilotes ont présent à l'esprit qu'il y a des conflits, qu'on risque d'être victime de ce conflit et qu'on n'est pas formé pour se défendre par rapport à ça. C'est aux politiques de le faire, c'est aux États de le faire pour ne pas être pris en otage par des conflits à travers le monde. Une autre solution, installer sur les avions civils des systèmes de protection antimissiles. Les Américains ont dépensé plus de 100 millions de dollars pour développer ce type de programme. C'est certain. Un jour ou l'autre, les avions commerciaux seront équipés de systèmes de brouillage à laser et infrarouge. Le brouilleur infrarouge désoriente la tête chercheuse du missile
tandis que le brouilleur laser envoie une impulsion dans la tête chercheuse et détruit le missile. Les compagnies Singapore Airlines et Qantas Airlines veulent équiper leurs avions. La flotte de la reine d'Angleterre, celle du président des États-Unis et celle du roi de Jordanie sont déjà toutes équipées. Aujourd'hui, les terroristes sont parmi nous et ils vont le rester. Le terrorisme est invincible. Mais il est possible de le contrôler à un niveau acceptable. Si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas d'avenir. Les 3 membres de l'équipage du DHL sont des miraculés. Ils n'avaient aucune protection et seul leur sang-froid et leur adresse leur ont sauvé la vie. Ils sont également les seuls survivants connus à ce jour à un tir de missile réussi sur un avion de ligne. À la suite de cette aventure, Mario Roffel a décidé de prendre une retraite méritée. C'était vraiment le bon moment pour quitter l'aviation. J'ai volé pendant 30 ans, fait un parcours sans faute, même jusqu'à la dernière minute. Nous avons eu de la chance, mais nous nous sommes aussi battus pour survivre. Peut-être ai-je appris quelque chose sur la vie, mais je ne crois pas pour autant être devenu meilleur pilote. Pour leur exploit, les 3 hommes ont reçu les plus prestigieuses distinctions de l'aviation civile. Le travail d'équipe a vraiment été le facteur essentiel de cet atterrissage réussi et de notre survie. Quant au chef du groupe qui a tiré sur l'Airbus, son sort semblait scellé lorsque 5 semaines plus tard, le 30 décembre 2003, le général Kimid, dans son point de presse, a déclaré « Samedi, Sarid Absarid, ancien officier des services secrets militaires, suspecté de diriger un grand groupe de combattants anti-coalition dans la région et suspecté d'être impliqué dans l'attaque de l'avion DHL, est mort de ses blessures dans un centre de soins de la coalition. Il avait été blessé lors d'un raid dirigé contre son camp. » Abou Abdallah, le chef du groupe, aurait donc été tué. La journaliste de Paris Match, Claudine Vernier-Pallier, elle, est aujourd'hui persuadée du contraire. Donc j'ai pensé effectivement qu'il était mort. J'ai essayé de vérifier plus tard, il n'était pas mort et que ça n'était pas lui. Et surtout par mon photographe qui est revenu après en Irak et qui a revu cette personne et qui était donc toujours vivant. Mort ou vif, en tout cas Abou Abdallah peut se flatter d'être à l'origine du premier attentat au missile solaire contre un avion civil. Un attentat qui a finalement échoué grâce à l'adresse et au sens extraordinaire du pilotage des 3 membres de l'équipage. Comme quoi, même en Irak, le pire n'est jamais sûr.